Bonjour à tous. On se retrouve puisque je ne suis pas encore de retour et qu'on ne peut pas se permettre de perdre encore des séances supplémentaires. On va essayer d'avancer et d'arriver vraiment à un point très avancé de notre leçon pour pouvoir reprendre à la prochaine séance déjà l'activité que vous avez réalisée, qu'on corrigera, reprendre potentiellement les points qui vous font défaut et, euh, et terminer le cours afin de passer rapidement au reste. Alors, du coup, on va reprendre. Donc, on était donc juste avant les cartes au grand B, la matérialisation de la mémoire des génocides dans le temps et dans l'espace. Et on va commencer par le 1, la destruction des traces par les nazis, un enjeu mémoriel et historique. Alors, comme pour la leçon précédente, je vous mettrai le PDF directement en lien avec la vidéo pour que vous puissiez prendre des notes bien plus facilement. Voilà. Je risque d'aller un peu plus vite aussi puisque le contenu sera plus dense. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et bien évidemment à noter si vous avez des questions. Il faut savoir que les nazis ont toujours cherché à cacher le génocide des juifs et des tziganes qu'ils étaient en train de commettre. Donc, ils n'en parlaient pas. Les SS voyaient en fait, au final, très peu de choses du processus génocidaire. On en avait parlé. Et en partant, ils ont eu pour but aussi d'effacer le maximum de traces afin qu'on ne puisse pas leur reprocher, en fait, enfin, qu'on ne puisse pas utiliser ce qu'on retrouvait contre eux lors des procès qui auront lieu ensuite. C'est pour ça, en fait, que dans de nombreux camps, on ne va rien trouver, puisque avant de partir, les SS vont détruire. Ils vont raser les camps, ils vont dynamiter les fours, ils vont les incendier. C'est le cas des camps de Belzec, de Sobibor, de Treblinka, qui sont des usines de mort, hein. Et vous avez cette photographie en bas de l'écran qui vous montre la destruction du camp de Belzen-Belsen. Les troupes britanniques arrivent et voient ce camp enflammé le 21 mai 1945, puisque les nazis, avant de quitter le camp, ont mis feu à l'ensemble euh, concentrationnaire. Alors, en fait, c'était pas uniquement pour les camps qu'ils ont cherché à effacer, puisqu'ils ont essayé d'effacer les crimes qu'ils avaient fait dans les ghettos. Ils ont enterré les cadavres, ou en tout cas fait des charniers de cadavres juifs quand ils ont pratiqué la Shoah par balle, très éloignés des villes pour éviter qu'on les retrouve. Donc il y a eu une véritable motivation à cacher tout ça. Alors aujourd'hui, on est capable de le dire puisqu'on a eu un grand travail de témoignage et d'archéologie qui a été fait, notamment dans les années 2000, où on a retrouvé de très grands charniers euh, de, de, bah, de victimes, on a retrouvé des objets qui ont appartenu aux victimes, quelques fondations de bâtiments détruits aussi, notamment pour les chambres à gaz ou les fours crématoires, pardon. On a retrouvé des cheminées, etc. Euh, Notamment pas mal à Sobibor, pour être précis. Et donc, ça permet vraiment de reconstituer ces preuves qui constituent en fait un enjeu tant mémoriel, d'accord, qu'historique. Mémoriel puisqu'elles vont permettre déjà aux populations victimes de prouver, entre guillemets, leur mémoire, de confirmer leur mémoire et donc de se sentir mieux, que leur témoignage ait plus de valeur. Mais ça a aussi un intérêt historique puisque grâce à ces preuves, on peut plus facilement lutter contre le négationnisme. Voilà, on peut apporter des preuves à des personnes qui ont tendance justement à nier en fait ce qui s'est passé. Donc ça c'est vraiment très particulier puisqu'il faut en fait apprendre à... Enfin, vous savez, en histoire, il faut apprendre à reconstituer des faits qui parfois tiennent à pas grand-chose et c'est pour ça que vraiment l'enjeu qu'il y a autour de la recherche des traces
que les nazis ont tenté d'effacer va être très très importante dans la recherche historique. Ok. En deux, du coup, la mémorialisation des lieux du génocide. Donc, comme on a assez peu de preuves, comme la plupart ont été au départ annihilées, en fait, au départ détruites, on va avoir tendance à vouloir à tout prix conserver les lieux ou les objets qui restent. Et c'est le cas notamment de certains espaces qui ont été aujourd'hui transformés en musées et aussi en lieux de mémoire. Donc un musée peut être dans un intérêt de culture, dans un intérêt d'histoire, mais peut être aussi dans un intérêt de mémoire. Et là, c'est les deux. Et donc, on a l'exemple le plus célèbre, c'est l'exemple du camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc, vous voyez sur le plan à droite, en fait, tout ce que vous avez en rose, c'est des structures qui étaient présentes au moment de la libération, mais qui ont été détruites. Alors oui, ça peut vous paraître choquant, mais en réalité, on a choisi ce qu'on allait conserver. On n'a pas choisi de tout conserver, déjà pour des questions de logistique, hein, tout simplement, mais également puisqu'il y avait des choses en mauvais état, puisque ça coûtait de l'argent de les garder intactes, etc. Donc on a gardé une partie du camp, une très grande partie du camp, tout ce que vous avez en noir en réalité, et voilà. Et tout ce qui est en rose a été détruit par le temps ou volontairement. Et vous avez tout ce que vous avez en bleu, bleu turquoise, qui est l'espace qui a été muséifié. Donc, en fait, vous voyez, même l'intégralité du camp n'a pas été muséifiée, n'est pas forcément visitable, du coup. Vous voyez, notamment quand on va au camp d'Auschwitz I. Donc, en fait, vous voyez, à Auschwitz, on avait plusieurs camps. On avait le camp d'Auschwitz I, qui était le camp de base. Vous aviez le camp d'Auschwitz-Birkenau, donc Birkenau, qui était très 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 important, qui est à gauche. Et vous avez un troisième camp qui était le camp d'Auschwitz-Monowitz. Et Monowitz, c'était plutôt pour le travailleur. Il y avait une usine de chimie là-bas, etc., etc. Donc, on a eu comme un retour à la friche un petit peu de nombreux bâtiments qui ont été totalement détruits. D'autres ont été muséifiés, pas l'intégralité, puisque vous voyez que notamment au camp d'Auschwitz I, on va avoir beaucoup de bâtiments noirs qui vont être préservés mais qui ne vont pas être visitables. Et, euh, et, euh, et c'est principalement le camp de Birkenau qui a été détruit, quoique Auschwitz I quand même a été pas mal détruit comme on le voit sur le plan. Donc, intérêt en fait de la muséification d'Auschwitz, parce qu'il y a des intérêts, mais aussi évidemment des inconvénients. Principal intérêt, c'est rendre visible, rendre réel ce qu'il s'est passé. Vous savez bien que comme on va avoir des difficultés, en tout cas pour les juifs au départ, de témoigner, ça leur apporte, quand ils témoignent avec plus de distance, d'accord, de pouvoir appuyer leurs propos, d'avoir des preuves, puisque c'est ce qu'on va leur demander, puisque vous imaginez les questions que vont se poser les contemporains en se demandant, eh bien, pourquoi vous témoignez aussi tardivement, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit dès que vous êtes sorti des camps, etc. Donc ça leur apporte des preuves pour appuyer leurs propos, déjà. Donc c'est des preuves qui vont beaucoup servir contre les négationnistes, puisque on va souvent montrer en fait tout simplement les baraquements, montrer les chambres à gaz, montrer les fours crématoires, montrer aussi les charniers, etc., etc. Ça sert aussi à sensibiliser les masses et permettre un devoir de mémoire. Il faut savoir que depuis des années, on a beaucoup de personnes qui ont été des victimes du camp d'Auschwitz, qui sont revenus sur les lieux pour prier, pour porter un devoir de mémoire à leurs compagnons assassinés là-bas. Donc déjà, il va y avoir beaucoup de visites qui vont être très riches en émotions pour ces personnes.
Avec aussi le désir de montrer l'horreur, parce que c'est difficile de se la figurer si on ne la voit pas pour beaucoup, et sensibiliser bien évidemment les masses de visiteurs qui se pressent à Auschwitz pour aussi éviter quelque part que ces erreurs soient répétées par les générations futures. Voilà, je ne m'attarderai pas sur ce point parce que, bon, du coup, on a une idée de ce qui s'est passé ensuite avec les autres génocides. Euh, Ça permet aussi donc le recueillement des victimes, je l'ai dit, de leurs proches, de leurs descendants qui vont se rendre dans ce camp pour prier souvent, etc. Pour les limites, alors il y en a beaucoup des limites en réalité. Déjà, la patrimonialisation pardon, du site va le figer. Le fait qu'on les muséifie, qu'on le laisse tel quel, eh bien, voilà, en réalité, si on est totalement neutre, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire d'Auschwitz arrive et voit en fait des baraquements, voit plein de baraquements vides. Donc cette espèce de fixation dans le temps va en fait enlever un petit peu d'émotion. Elle permet de voir, elle peut permettre de comprendre quand c'est inscrit dans un contexte, mais elle ne va pas permettre de ressentir ce qu'avaient vécu ces personnes à cette époque, euh, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais une rescapée avait utilisé l'expression de décor de carton-pâte pour parler d'Auschwitz, puisqu'elle avait elle-même l'impression de pas être à l'endroit quand il était vide, en fait, où elle avait vécu lorsqu'elle était détenue à Auschwitz-Birkenau. Donc, vraiment, il y a cette grande limite qui, en fait, ressemble presque à un monument, à une attraction lambda, dénuée d'émotion. Tout n'a pas été conservé. Donc ça n'aide pas non plus à se rendre compte de l'ampleur du camp, parce que vous savez qu'il y a ça aussi, l'ampleur du camp qui augmente l'horreur. Donc forcément, il y a des limites. Bien évidemment, le fait que c'est un tourisme mémorial de masse, effectivement, on a énormément de visiteurs chaque année. Vous pouvez le voir sur le petit graphique euh, qu'on a en bas à droite avec des milliers et des milliers, voire des millions de visiteurs chaque année qui viennent sur ce site. Donc ce tourisme mémoriel de masse, déjà il risque de détruire le site. Ça c'est la première chose, puisque plus de gens passent à un endroit, plus ils vont toucher, etc., plus ça risque de se détériorer. Euh, Ils vont aussi empêcher parfois un recueillement. Bah oui, parce que quand vous avez des masses de gens qui parlent, qui visitent et tout, les personnes qui souhaitent se recueillir ne se sentent pas forcément suffisamment à l'aise pour le faire. Il y a certaines dérives aussi qui se font dans les rangs d'Auschwitz-Birkenau, puisque vous aviez notamment des touristes qui se mettaient en scène pour des selfies euh, à côté des camps ou dans les mémoriaux de la Shoah. Donc ça, ce sont des scènes qui choquent énormément. Voilà, il y avait une rescapée pareil qui critiquait cela en disant que maintenant les gens qui visitaient Auschwitz, la première chose qu'ils faisaient, c'est sortir leur appareil photo au moment où ils rentraient dans le camp, vous savez, avec ce fameux écriteau que vous avez à l'entrée du camp. Euh, euh, En allemand que je ne prononcerai pas car mon accent est absolument terrible. Mais voilà, aujourd'hui c'est presque une touristification du lieu qui en fait choque beaucoup de personnes et notamment beaucoup de, de rescapés. Et aussi, j'ajoute à tout cela que pour les tziganes, l'enjeu Parce que, alors, là on a pris l'exemple d'Auschwitz, mais en fait, ses limites et ses intérêts et sont valables pour tous les mémoriaux. Et pour les tziganes, ils ont des mémoriaux en plus qui sont très récents, donc il y en a forcément moins. Par exemple, le premier en France, il date de 2016, ce qui fait qu'ils ont beaucoup moins, et en limite c'est ça, beaucoup moins de lieux de recueil et de lieux qui témoignent de leur histoire. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Donc vous voyez, euh,
À gauche, vous avez à Berlin, Merkel inaugure le mémorial des tziganes victimes du nazisme. Donc c'est le premier mémorial qu'on a pour les tziganes en Allemagne en 2012, donc c'est assez tardif. Vous avez ici des vestiges d'Auschwitz-Birkenau, des baraquements des tziganes. Donc on vous dit, dans la nuit du 2 au 3 août 1944, les nazis décident de la liquidation des derniers tziganes du camp d'Auschwitz-Birkenau. Cette date du 2 août a été retenue pour la journée européenne de commémoration de l'Holocauste des Roms. Donc voilà, on a aussi certains lieux de mémoire qui restent malgré tout, mais c'est des petits parcelles, vous voyez ce qui reste, hein, pas grand-chose. Donc voilà. Et en parlant des voyages des personnes qui retournent sur les lieux de leur tragédie, je vous invite à regarder cette vidéo de Lina, vous avez le lien ici, qui en fait montre un des premiers voyages officiels de Simone Veil à Auschwitz. Et donc on voit toute l'émotion dont elle est saisie lorsqu'elle retourne sur ces lieux. Et les mots qu'elle emploie sont très très importants pour exprimer ce qu'elle ressent à ce moment-là. On passe du coup au 3, la construction de musées et de mémoriaux ex nihilo partout dans le monde. Donc, je reprends la logique de ce qu'on a vu jusqu'alors. On a beaucoup de traces qui ont été détruites, du coup on a tendance à muséifier, conserver à tout prix ce qui nous reste, mais on a aussi besoin pour commémorer, et c'est ce qu'on va voir maintenant, de créer des lieux qui n'existaient pas auparavant, qui ne représentent aucun endroit véritablement symbolique pour les juifs ou les tziganes, mais qui permettent tout de même de commémorer cette partie de l'histoire et d'avoir des lieux de recueil pour certaines populations, même parfois éloignés des lieux d'assassinat, de meurtre. Donc un des premiers mémorial qui a été fait ex nihilo, c'est le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Donc en fait, Israël va mettre un peu de temps avant de décider d'ériger son propre mémorial, puisque au début, il n'était pas d'accord pour le faire. Mais au final, vous avez Ben Gourion, qui est donc, le fondateur de l'État d'Israël, qui va finir par motiver la population, qui va être favorable du coup à l'érection d'un mémorial. Donc ce sera le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, qui sera créé du coup en 1953. Ce mémorial il est géré par un organisme qui a en charge la direction de la mémoire et de la commémoration de la Shoah en Israël. Vous le voyez, vous voyez la photographie à droite qui montre en fait un endroit de ce mémorial de Yad Vashem qui est la salle des noms. Donc en fait, la salle des noms, c'est vous avez des portraits, des feuilles de témoignages, des listes de convois de déportation, des registres des camps qui montrent en fait toutes les victimes du génocide. Aujourd'hui, Yad Vashem il est reconnu pour être l'Institut international pour la mémoire de la Shoah et lui-même sur son site internet explique qu'il œuvre pour les 4 piliers de la mémoire, donc la commémoration, puisque lui il se dit être un mémorial vivant, donc c'est-à-dire on va créer des activités, des commémorations autour de certaines victimes pour leur rendre hommage, etc. La documentation, puisque elle a compilé des milliers et des milliers de sources de documentation qui peuvent servir surtout pour et c'est le 3e point, la recherche historique, puisque vous savez qu'après les mémoires, on a besoin d'avoir un travail historique pour reconstituer les faits. Et enfin l'éducation, pour éduquer les populations futures concernant ces questions-là. Donc ça, c'est le premier mémorial ex nihilo créé. Alors, on en a une grande quantité, mais on ne va pas tous les citer, on va en citer que quelques-uns qui semblent relativement importants. Donc vous avez bien évidemment le mémorial de la Shoah à Paris, qui est le plus grand centre de documentation et le plus grand musée français qui est consacré au génocide, et je dis bien au génocide, puisqu'on a ce musée qui est principalement consacré
euh, au- à la Shoah en fait. Mais vous avez aussi des expositions sur les autres génocides du XXe siècle, les Tziganes, les Arméniens, le Rwanda. En fait, récemment, ils ont vraiment développé euh, une très grande aile en fait concernant le génocide du Rwanda. Donc très intéressant. Le mémorial de la Shoah, donc c'est un endroit extrêmement intéressant qui est impliqué dans des actions éducatives. Voilà, vous pouvez aller sur le site du mémorial de la Shoah, je vous ai mis le lien, et vous pourrez voir en fait la quantité d'activités pédagogiques qui sont proposées sur le site pour justement avoir enfin comprendre et apprendre des choses sur la Shoah. Mais en plus d'être un musée qui a été inauguré, vous le voyez à droite, en 2005 par Jacques Chirac et Simone Veil, vous avez aussi des lieux de mémoire puisque vous avez un mémorial pour les victimes au mémorial de la Shoah. Alors vous avez deux choses. Déjà vous avez le mur des noms. Donc le mur des noms, en fait, c'est un mur sur lequel sont inscrits les 76 000 noms des déportés juifs français. Euh, et en fait, ils sont classés par ordre alphabétique et par année de déportation. Donc ça permet vraiment d'avoir comme un registre de toutes les personnes françaises qui ont été déportées. Et vous avez un autre mur qui est le mur des justes, qui est le nom de toutes les personnes qui ont aidé les juifs. Soit en les cachant, soit en organisant des choses pour les libérer, etc., etc., des résistants. Bref, vous avez deux murs. Et en plus, quand vous rentrez dans la cour du mémorial de la Shoah, vous avez une pierre sur laquelle est inscrite tous les noms des camps de concentration et d'extermination dans lesquels ont pu être envoyés les juifs. Donc voilà, c'est un véritable lieu de mémoire. Donc ça, c'est pour la France. Je répète la date, en 2005. Un peu auparavant, vous aviez en 1993 l'ouverture à Washington du musée américain du mémorial de l'Holocauste. Alors pareil, comme le mémorial de la Shoah, comme Yad Vashem, il a été placé à un endroit où il ne s'est rien passé pour les populations juives. C'est juste un endroit de recueil, du coup, qui devient un lieu de recueil. Euh, ce musée américain du mémorial de l'Holocauste, il va œuvrer notamment dans la numérisation de toutes les archives concernant le génocide des Juifs, ce qui permet d'avoir quand même une source de documentation qui est absolument considérable et qui va faire évidemment bien avancer la recherche historique également. Et depuis le 8 mai 2005, donc dans la juste lignée de l'ouverture du mémorial de la Shoah en France, on va avoir l'ouverture à Berlin d'un lieu de mémoire également, qui est le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe. Vous le connaissez parce que c'est un des mémorials qui a le plus fait un peu fureur, enfin un scandale plutôt, puisque vous aviez énormément de jeunes filles et de jeunes garçons qui se prenaient en selfie dans ces rangées de pierres élevées au milieu de Berlin. Vous avez la photographie juste en dessous. Et donc pareil, à Berlin, il ne représente pas véritablement un lieu significatif, c'est plus une œuvre d'art en plan Berlin, avec toutes ces pierres levées pour symboliser ces juifs qui ont été assassinés en Europe. Voilà. Euh, Ok, donc on va passer aux limites de tout ça. Alors on les a déjà un petit peu évoquées avec l'histoire d'Auschwitz, mais on va continuer. Donc la première chose, c'est que la mémoire du génocide des Tziganes reste très peu connue. On a très peu de mémorial, on a très peu de livres historiques. Donc vraiment, cette partie de l'histoire du génocide est très très mal connue, peu connue encore. On a les dangers également du tourisme de la mémoire. Alors je vous invite à rajouter une guillemets à tourisme de la mémoire,
puisque j'ai oublié de, j'ai oublié de le faire. Ces dangers du tourisme à la mémoire, on le voit avec le texte que vous avez juste en dessous, que je vais vous lire rapidement, qui va vous aider à comprendre ce dont on parlait, un petit peu des limites du tourisme pour le recueillement, avec des selfies choquants, etc., etc. Je le lis. La brochure de l'agence Krakow City Tour le propose au même titre que les visites du Nowa Huta, le paradis communiste, la mine de sel de Wieliczka, la Cracovie du 18e, un parcours sur les traces de la culture juive avec un dîner juif typique. Propose des statuettes du juif du ghetto, à mi-chemin entre l'hommage attendri et le cliché antisémite. Tous sont des nez proéminents et, si beaucoup n'arborent qu'un violon, certains ont un gros sac de monnaie à la main. Auschwitz est le tour le plus demandé, surtout par les étrangers, dit Thomas Stanek, responsable de Krakow City Tour. L'an dernier, le camp a accueilli 1,3 million de visiteurs. Un couple avec un bébé est le premier à sortir son appareil photo devant le panneau Arbeit macht frei, le travail rend libre. Il faut régulièrement attendre ou se pousser pour laisser passer d'autres groupes. Certains guides ont un parapluie ouvert pour ne pas perdre leur troupe. L'émotion s'exprime peu, comme corsetés par la foule. À la troisième salle, ils sont 5 à décrocher. Il y a trop de monde pour ressentir quoi que ce soit, explique un Français. On ne voyait pas ça comme ça. Dans le fond, le guide ne nous apprend rien. On le sait tout ça. Et puis c'est trop long, poursuit son épouse avant de lui emboîter le pas. Il n'y a pas vraiment, chez les intellectuels qui travaillent autour du génocide, ce débat moral sur le fait d'avoir transformé Auschwitz en lieu de visite. Ces bus de touristes sont la contrepartie d'un travail de mémoire qui est devenu massif et s'incarne ici, explique Jean-Charles Suzrek, pardon, chercheur au CNRS et auteur de La Pologne, les Juifs et le communisme. Même si ce voyage d'un jour fait en charter depuis une capitale européenne me paraît absurde, un jeune qui est arrivé en rigolant ne repartira peut-être pas sans avoir perçu quelque chose. Le principe de l'ouverture aux touristes n'est réellement contesté que par des négationnistes comme l'anglais David Irving qui a accusé le gouvernement polonais d'avoir fait d'Auschwitz un site dans le style de Disneyland. Voilà. Bon, ça vous aide à comprendre globalement qu'il y a quand même un problème, on l'a vu avec le nombre de touristes qui est très important, avec l'absence presque d'émotion. Ils disent qu'on ressent rien avec ce nombre de personnes, qu'on n'arrive pas à se recueillir, qu'on sait déjà les choses. En fait, ils sont vraiment déçus parce qu'ils avaient imaginé quelque chose qui n'est pas en fait. Et surtout parce qu'en fait, ça paraît très très éloigné de la réalité de ce qui s'est passé là-bas. Donc, c'est très problématique. L'autre problème qu'on a, c'est les difficultés de la transmission qu'on a aujourd'hui, puisque les témoins ils disparaissent peu à peu, donc les mémoires en fait ne vont pouvoir être retransmises que par des vidéos interposées, que par des choses qui sont déjà enregistrées, et ça casse quelque chose dans le sens où, vous savez qu'on est dans un monde où on doute de plus en plus, où tout est sujet au complot, etc. Du coup, qu'est-ce qui garantit que ces témoignages ne seront pas contestés dans le futur, étant donné qu'ils sont enregistrés et que les témoins disparaissent, etc. Donc il y a vraiment cette question-là que se posent les historiens pour apprendre à gérer cette problématique dans le futur. Voilà. On va donc passer à notre deuxième partie, grand 2, juger les génocides, étape essentielle pour reconstruire la mémoire. Donc on va aller très vite, puisque ça vous l'avez déjà vu en histoire normalement, donc on va passer très vite puisqu'on a besoin, de ce temps. Donc grand A, dénazification et procès en Allemagne. Alors très vite, les Alliés à la fin de la guerre, au moment des accords de Potsdam qui auront lieu le 2 août 1945. Donc les Alliés vont prévoir des mesures pour essayer d'épurer la société allemande, de reconstruire la vie politique allemande sur une base plus démocratique. Et de ce fait, ils vont mettre
une politique en place qui est une politique dite des 4 D. Donc les 4 D correspondent au désarmement, décentralisation, décartélisation et surtout dénazification. Donc on ne va pas rentrer en détail dans chacun des D. Bon, désarmement, vous avez compris, décentralisation, le fait que voilà, on va donner plus de pouvoir aux régions, et c'est ce qu'on va voir dans l'État fédéral allemand. Décartélisation, qu'on va enlever du pouvoir aux grandes entreprises qui étaient vraiment parti pris en fait dans le génocide, puisque vous savez qu'il y a plein d'entreprises qui ont fait travailler des juifs, etc. Les juifs dans les camps de concentration, je parle, et dénazification, puisqu'on veut dénazifier la société allemande. Et c'est ça qui nous intéresse. Et la première phase de cette dénazification, elle va passer par des procès. Donc on va avoir une première phase judiciaire qui va être la phase des procès de Nuremberg, du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Vous allez avoir 21 dirigeants nazis, ainsi que des organisations comme les SS, les SA, etc., qui vont comparaître devant le premier tribunal international de l'histoire. Alors, vous le savez, ça va être un procès qui va être fait dans le bonne et due forme, ils vont avoir chacun un avocat, vont avoir le droit de plaider non coupable, vont avoir le procès qui va être traduit dans plein de langues pour que ce procès soit intelligible de tous et de toutes. Donc, il est vraiment très important. Mais ce premier tribunal, malgré qu'il essaie de rendre en tout cas une justice qui est dénuée de critiques, en reçoit tout de même. La première critique qu'on peut faire à ce tribunal, c'est qu'il représente un petit peu une justice des vainqueurs, puisque les gens qui vont juger les nazis, eh bien, ce sont des procureurs américains, britanniques, soviétiques et français. Donc ils sont directement victimes en fait des nazis, directement les vainqueurs des nazis. Alors pas tous victimes, hein, mais en tout cas tous vainqueurs. Et qu'il n'y aura pas, entre guillemets, de juges nommés de façon impartiale et neutre pour juger ces dignitaires nazis. Alors, dans les points positifs et qui ne sont pas des critiques, on a quand même la possibilité, pas forcément d'être condamné à mort, puisque vous voyez à droite que certains en fait ne vont pas être condamnés à mort ou ne vont pas être condamnés à mort, donc vous en avez un certain nombre. Mais vous avez par exemple, le meilleur exemple c'est Albert Speer, qui va avoir 20 ans de prison et qui va finir par être libéré. Donc on va avoir des peines de prison, on va même avoir 2 personnes qui vont être acquittées. Donc vraiment, on a entre guillemets une véritable volonté de faire une justice basée sur des faits, etc. Il y a aussi une légitimité qui est assez douteuse, puisque un des pays qui juge, c'est l'URSS. Je vous ai dit, on a un procureur qui est soviétique. Et le problème, c'est que ce pays, il s'est également il est également coupable de crimes de guerre et de crimes contre la paix durant le conflit et même avant, puisque on pense notamment en 1932-1933, on a la famine organisée contre les Ukrainiens. On pense notamment à l'invasion de la Pologne qui a été décidée au début de la guerre. Bref, ça décrédibilise entre guillemets le verdict qui est énoncé contre les nazis, étant donné que certaines personnes qui les accusent sont coupables de faits similaires. On peut penser également à la bombe atomique. Ensuite, ce premier jugement, il va être complété par d'autres procès. C'est un peu la deuxième phase judiciaire, puisqu'on va avoir 12 autres procès entre 1945 et 1948 pour juger d'autres organisations nazies, comme les Einsatzgruppen, comme la Gestapo, comme les médecins et les industriels allemands, qui vont être jugés. Et notamment, un des procès les plus célèbres, c'est le procès d'I.G. Farben. Donc IG Farben, c'est une usine, d'accord, principalement chimique, qui
est accusé tout simplement d'avoir collaboré avec les nazis, ce qui est vrai, hein, puisqu'ils ont pillé les territoires occupés pour récupérer les matériaux. Ils ont utilisé les déportés comme main-d'œuvre, notamment le camp de Auschwitz-Monowitz, c'était une usine IG Farben. Euh, ils font de l'expérimentation de gaz sur des cobayes humains. Ils produisent du zyklon B. Donc, vous savez, zyklon B, c'est le gaz qui va être utilisé dans les chambres à gaz pour tuer les juifs et les tziganes. Donc, voilà, ils ont pleinement collaboré à l'entreprise génocidaire nazie et ils vont donc avoir un procès pour ça en bonne et due forme. Donc, ça, c'est pour le côté juridique. On va avoir également une dénazification de la société allemande qui va passer tout d'abord par l'épuration administrative. C'est-à-dire, en fait, on va exclure de l'administration des personnes qui ont été compromises sous Hitler, donc qui ont vraiment pris parti, qui ont collaboré de façon trop intense. Donc déjà, on va exclure de toute l'administration les 6 millions de membres du NSDAP. Donc vous savez, le NSDAP, c'était le parti Hitler, le parti nazi. Donc les 6 millions qui étaient membres en 1945, on va les exclure de l'administration. Dans les zones occidentales, donc vous savez, ensuite l'Allemagne, elle sera séparée en 4 zones. Puis ensuite en 2, donc une zone occidentale et une zone orientale. Dans les zones occidentales, donc la zone française, américaine et britannique, tout Allemand qui va vouloir obtenir un emploi ou une carte d'alimentation ou quoi que ce soit d'administratif va devoir remplir un formulaire qui s'intitule le questionnaire de dénazification. Et en fait, il va répondre à des questions et ça va permettre de faire un classement de cette personne en fonction de son degré de participation au régime nazi et donc de juger s'il doit être dénazifié, je mets des guillemets à ce terme, ou non. Donc bien évidemment, ça veut dire que les plus compromis, ceux qui cochent un peu toutes les cases, vont passer au tribunal. Et les autres, ils peuvent avoir plus ou moins, ils peuvent être exclus de certains emplois, ils peuvent avoir des travaux d'intérêt généraux, etc., etc. Et puis, on va faire vraiment un travail de rééducation de la population. En fait, on voit un peu le nazisme comme une maladie dont il faudrait guérir. Et donc, ça va passer par l'éducation, ça va passer par un changement de mentalité. On va organiser des visites dans les camps de concentration pour que les personnes se rendent compte de ce qui s'est passé. On va réécrire les programmes scolaires, je vous ai dit, parce que ça va passer par l'éducation, etc. Donc, il y a véritablement un travail sur la société qui est fait. Mais tout ce travail, bien évidemment, alors qui n'a pas lieu qu'en Allemagne, hein, je ne l'ai pas cité, mais évidemment, la justice, elle va aussi avoir lieu dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, notamment en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, qui vont juger des milliers d'anciens nazis. Par exemple, toujours pour montrer qu'il y a des procès dans d'autres pays d'Europe, le directeur, vous savez, le principal commandant du camp d'Auschwitz qui s'appelle Rudolf Heuss, qui est très connu, il va non pas être jugé à Nuremberg, mais il va être jugé par le tribunal suprême de Pologne en 1947 et bien évidemment condamné à mort. Donc ça montre bien qu'il y a d'autres pays qui appliquent la même jurisprudence. Mais bien sûr, ce processus de dénazification va avoir de grandes limites. Déjà, étant donné l'ampleur en fait du parti nazi en Allemagne à cette époque, et le fait que les membres du parti étaient principalement dans l'administration, eh bien, il y a plein de services allemands qui ne vont pas pouvoir fonctionner sans les anciens nazis. Alors, je vous ai mis un exemple qui me semble assez criant. Par exemple, en 1951, en Bavière, 94% des juges et des procureurs étaient d'anciens nazis.
Et 77% des employés du ministère de la Finance étaient d'anciens nazis. Donc ça montre bien que même si on a cherché à les remplacer, bah, c'était compliqué puisqu'on n'avait pas de personnes qui étaient qualifiées dans ce cadre-là. D'autant plus que la Bavière, vous le savez peut-être certainement, mais c'est un peu le berceau du parti nazi. De ce fait, en fait, on en a tellement besoin qu'on va avoir tendance à, à faire des amnisties assez rapides. Et donc, on va avoir environ 300 000 nazis qui sont dans les camps d'internement à cette époque, qui vont être amnistiés dès 1947 pour pouvoir refaire fonctionner convenablement le pays. Donc ça va être très important. Euh, Autant dans la zone occidentale que dans la zone soviétique. Donc voilà, ça va être vraiment des deux côtés de l'Allemagne où on va chercher à reconstruire l'administration, parfois par des amnisties d'anciens nazis. On va aussi utiliser ces amnisties puisque on va essayer de retrouver une certaine cohésion nationale et ça va être possible aussi par le pardon. Adenauer va même avoir une célèbre phrase qui est, je cite, « Laissez le passé au passé ». Donc vraiment, comment dire, cette mise à distance, entre guillemets, du passé pour pouvoir reconstruire une Allemagne stable, qui à l'époque, je vous rappelle, est encore séparée en zones. Les puissances occupantes, elles vont protéger aussi certaines personnalités nazies, et notamment certains scientifiques nazis, en échange de leur participation à de nouveaux projets. Alors on peut penser tout de suite au projet Manhattan, mais qui a eu lieu bien évidemment avant la fin de la guerre, donc vous savez, pour la bombe atomique. Mais on a d'autres projets, par exemple, Werner von Braun, qui a été l'inventeur du missile V2, devient dans les années 60 un des responsables de la NASA, et le concepteur de la fusée Saturne V pour la mission lunaire de 1969. Donc vous savez, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc c'est vraiment, voilà, on va pardonner entre guillemets à certains scientifiques leur participation au régime nazi s'ils ont une participation scientifique à des projets qui sont des projets, on va dire, occidentaux ou soviétiques en fonction d'eux. On va aussi avoir beaucoup de nazis qui vont passer entre les mailles du filet, non pas parce que on va pas savoir leur implication dans la guerre ou on va pas, voilà, on va pas trouver suffisamment de preuves, mais bien parce qu'ils se sont enfuis et cachés, notamment en Amérique latine, puisqu'il y avait de très 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 grands réseaux en fait qui permettaient de s'échapper par là-bas. Alors on en a plein de connus qui sont échappés. On pense à Adolf Eichmann, dont on a déjà parlé, qui était en Argentine. On aura aussi le cas de Klaus Barbie, on en reparlera, qui s'était enfui. Donc voilà, c'est des réseaux qui sont très connus, Joseph Mengele, etc. etc. Voilà, donc ça va aussi empêcher le travail de dénazification, puisque ils ne seront pas dénazifiés, étant donné qu'ils seront partis. Et ils seront dénazifiés un peu beaucoup plus tard, si vous voulez. Et puis, on a aussi le début de la guerre froide, qui va expliquer les insuffisances de la dénazification, puisqu'on veut vite passer à autre chose. On passe en fait très rapidement à autre chose. La priorité va être donnée à la reconstruction de l'Allemagne, à la mise en place du côté de l'Ouest d'un État démocratique, de la République fédérale d'Allemagne, et de l'autre côté, dans le côté soviétique, de même. Donc on va vouloir accélérer tout ça et passer très vite à autre chose en négligeant parfois une certaine forme de justice. Alors, par exemple, pour vous montrer que c'est très important, beaucoup plus important, la reconstruction de l'État allemand plutôt que tout simplement le traitement de la dénazification, en 1966, on va avoir Kurt Kissinger qui va être nommé chancelier de la RFA, donc de l'Ouest allemand,
euh, alors qu'il a été ancien haut fonctionnaire nazi. Et donc en fait, on lui a fait le questionnaire de dénazification, on s'est rendu compte que bah, ça va, parce qu'il était une ou deux fois, il avait contredit ce qu'avait dit Hitler, donc il n'était pas si nazi que ça, donc ça a passé. Et ça avait beaucoup beaucoup choqué, euh, notamment les victimes, hein, tout simplement du système génocidaire, et notamment il y a un geste très célèbre puisque Beate Klarsfeld, on reparlera d'elle, a mis une baffe, une gifle, en pleine séance à Kurt Kissinger à cause justement du fait, enfin, parce que c'était un ancien nazi. En RDA aussi, on va faire une récupération des anciens cadres, puisque beaucoup de cadres de la Stasi, donc vous savez, de la police politique de la RDA, bah, en fait, sont d'anciens cadres de la Gestapo. Ils font exactement la même chose, mais pas avec le même patron, si vous voulez, si vous me permettez cette expression. On passe au B, du coup, et on s'arrêtera à la fin du B pour aujourd'hui. Juger sans limite de temps ni de frontières. Donc ça, c'est important. Donc c'est très important aussi d'avoir une justice qui va être une justice imprescriptible, et c'est ce qui va se passer pour les crimes contre l'humanité ou le crime de génocide, on l'a vu. Et du coup, on va avoir des hommes qui vont être jugés a posteriori quand ils seront attrapés, et parfois vraiment tardivement. En mai 1960, les services secrets israéliens, on en a déjà parlé, le Mossad, retrouve et enlève Adolf Eichmann. Donc on a parlé de lui, il est extrêmement important dans l'histoire du génocide des Juifs et des Tziganes, enfin de ses mémoires en tout cas, qui est l'organisation de la solution finale. Donc on l'a vu, il se cachait en Argentine. Il a été ramené en Israël, il est jugé à Jérusalem à partir d'avril 1961. Et donc il est comparé au titre de 15 chefs d'accusation, il est déclaré coupable et il est condamné à mort, exécuté en mai 1962. Ça, vous connaissez l'histoire. C'est l'un des premiers événements télévisés mondiaux qui est rediffusé dans 37 pays, qui permet les témoignages, on en a déjà parlé. Mais ce qui est important, c'est que ça a été possible de le juger en dehors du pays dans lequel il a commis les crimes, puisqu'il est jugé à Jérusalem, et des années après avoir commis les crimes, puisqu'il est jugé en 1961. Donc ça, c'est extrêmement important, puisque ça permet de comprendre que c'est cette possibilité qui va un petit peu modeler la dynamique judiciaire des crimes contre la Shoah après Nuremberg. En France, en fait, on va avoir un couple d'époux, les époux Serge et Beate Klarsfeld, qui vont œuvrer dans ce sens, donc dans le sens de récupérer d'anciens criminels qui ont réussi à échapper à la justice pour les juger. En fait, donc ce couple est très célèbre. Serge, c'est un juif qui a échappé en fait à la Shoah à 8 ans. En fait, il s'est enfui alors que son père est déporté à Auschwitz et donc bah, il est mort là-bas. Donc voilà, c'est quelque part c'est une victime, Serge. Alors que Beate Klarsfeld, elle c'est une Allemande, une fille d'un soldat de la Wehrmacht. Et donc Serge est devenu ensuite avocat et avec sa femme, ils se sont donnés pour mission en fait de chasser tous les nazis qui vivent encore dans l'impunité, donc qui sont cachés. Leur recherche va les mener à l'arrestation et au procès de plusieurs nazis qui sont en fuite. Alors, vous aurez notamment Ernst Heinrichson, qui est l'organisateur de la déportation des Juifs français à Auschwitz. Vous avez Kurt Lischka, qui est un chef de la Gestapo en France. Et vous aurez surtout Klaus Barbie, qui est très très célèbre, le boucher de Lyon, qui est en fait tout simplement un des chefs de la Gestapo en France, qui va torturer, donc qui va organiser la déportation des Juifs, mais qui va aussi torturer des résistants, et notamment il va torturer Jean Moulin.
Klaus Barbie il va être jugé en 1987 après avoir été traqué par Serge et Beat Klarsfeld. Et la traque des anciens criminels nazis se poursuit encore actuellement, euh, comment dire, pour rendre justice en fait, même des années après. Alors je vous invite à lire le petit texte calmement et à regarder la petite vidéo que je vous ai mis, qui sont en fait des témoignages de Serge et Beat Klarsfeld concernant leur vision en fait de cette traque et de l'importance de mettre en justice, même des années après, ces anciens nazis. En France, en fait, on va être un petit peu lent, puisque c'est dans les années 1980-1990 qu'on va mettre en place des procès pour crimes contre l'humanité ou complicité de crimes contre l'humanité pour des personnes qui soit est en fuite, c'est le cas de Klaus Barbie, soit en fait vivaient en toute tranquillité puisqu'ils avaient bénéficié des amnisties. Vous vous souvenez, on avait dit que Charles de Gaulle avait amnistié beaucoup de personnes après la guerre, ou avait renoncé à les condamner pour conserver une stabilité en France, pour rétablir la démocratie, etc. Et bien là, un petit peu l'histoire va les rattraper. Et ça va être possible notamment, je vous ai dit, puisque comment dire, il y a une imprescriptibilité du crime contre l'humanité en France et dans le monde. Donc on a plusieurs du coup procès qui vont se mettre en œuvre en France. Donc le premier, celui de Klaus Barbie, on vient de l'évoquer, qui va être condamné donc à la prison à perpétuité, et il va être reconnu de crime contre l'humanité, coupable de crime contre l'humanité, pour avoir organisé 3 rafles de juifs en France, dont celle de 44 enfants à Isieux en avril 1944. Donc voilà. On va avoir ensuite 2 autres procès donc, qui vont être assez retentissants. Le premier, ça va être celui de Paul Touvier. Alors, vous n'avez pas d'image ici pour vous montrer. Donc, Paul Touvier, c'est un ancien fonctionnaire collaborationniste du régime de Vichy qui a été condamné à mort en 1946, mais puisque en fait, il était chef de la milice lyonnaise. Donc, vous saviez, la milice, c'était ceux qui traquaient les juifs, qui traquaient les résistants, etc., durant l'occupation en France par l'Allemagne nazie. Donc, par exemple, un des crimes qu'il a commis, c'est qu'il a exécuté 7 juifs au cimetière de Rieux. Il est condamné à mort, mais il va fuir. Il va devenir fugitif et finir par être gracié en 1971 par Georges Pompidou. Mais après, comme des gens vont revenir un petit peu sur cette histoire, vont déposer en fait plainte contre lui pour crime contre l'humanité, et donc comme crime contre l'humanité c'est imprescriptible, il va devoir repartir en cavale, alors qu'il avait été gracié, hein. Donc il va repartir en cavale, et il va être arrêté à nouveau en 1989. Et puis jugé en 1994 pour donc crime contre l'humanité. Il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et ça va être le premier homme jugé, un premier homme de nationalité française jugé pour crime contre l'humanité en France. Donc ça veut dire que voilà, on est en 1994. Donc, vous imaginez un petit peu à quel point ça a pris du temps, puisqu'on sait que bien évidemment qu'il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis sous le régime de Vichy. Le deuxième à passer en procès, c'est Maurice Papon. Donc, on en avait déjà pas mal parlé dans le cours de Maurice Papon. Donc, en 1998, on va avoir son procès. Lui, il va être condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité, et non pas crime contre l'humanité, puisqu'il a commis des actes d'arrestation et de séquestration lors de l'organisation de la déportation des Juifs de la région bordelaise, puisqu'à l'époque,
il était, alors de la région bordelaise vers le camp de Drancy, vous savez qu'après du camp de Drancy, ils allaient à Auschwitz, euh, puisqu'il était secrétaire général de la préfecture de Gironde, sous l'occupation de la France par l'Allemagne. Donc en fait, il a complètement organisé, entre guillemets, la déportation. Et le tribunal, en fait, a estimé que Papon n'avait pas suffisamment de preuves à l'époque de l'extermination des Juifs. Voilà. La déportation, oui, mais pas forcément l'extermination. C'est pour ça qu'il n'a eu que 10 ans de réclusion. Et donc, il va être acquitté pour les charges de complicité d'assassinat, puisque selon le tribunal, il n'était pas au courant. Euh, Bon, il est extrêmement vieux au moment où il est condamné. D'ailleurs, il va mourir en prison. Et vous savez, on avait parlé de lui puisqu'il était préfet de Paris au moment de l'affaire du métro de Charonne durant la guerre d'Algérie. Voilà. Mais il va y avoir aussi de grosses limites à rendre la justice aussi longtemps après les faits. Beaucoup de problèmes avec cette traque, même dans les années 90, voire 2000. Bah, le premier, c'est la prescriptibilité des crimes. Alors, on a vu quand c'est un crime contre l'humanité ou génocide, c'est imprescriptible. Mais par exemple, pour d'autres crimes qui sont des crimes qui ont été faits contre les juifs, la spoliation, etc., bah, par exemple, bah, y a prescriptibilité. Donc, est-ce qu'on peut vraiment juger des années après comme ça ces personnes-là? La deuxième problématique, c'est l'état de santé des personnes qui, qui sont poursuivies, puisque comme dans le cas de Maurice Papon par exemple, alors même si c'est pas véritablement le cas, puisqu'il va pas être non jugé à cause de son état de santé, mais les personnes sont extrêmement vieilles, comme quand on les juge dans les années 90. Et du coup, parfois, on va juste ne pas les condamner à de la prison parce qu'on juge que leur état de santé n'est pas compatible avec une peine de prison. Donc ça paraît un petit peu, du coup, anecdotique le fait de les juger. Et enfin, certains ne peuvent pas du tout être jugés puisque le pays où ils vivent va refuser de les extrader. D'accord. Alors, on a deux cas. On a le cas d'Alois Brunner, qui est un criminel nazi qui vivait en fait sous le régime de Hafez el-Assad. Donc, Hafez el-Assad en Syrie, le père de Bachar el-Assad, qui du coup a vécu en étant conseiller de Hafez el-Assad pendant des années et sans aucune extradition. Donc c'est un SS criminel de guerre. Vous avez aussi un autre homme qui est un ancien caporal, Alfred Stark, qui a 93 ans et qui a été condamné en 2012 par contumace. Donc contumace, ça veut dire qu'il n'est pas présent. Il n'est pas présent quand il est condamné. Pour sa participation en septembre 1943 au meurtre de 120 officiers italiens sur l'île grecque de Céphalonie. Et en fait, malgré sa condamnation par un tribunal militaire à Rome, l'Allemagne, où Alfred Stark vit toujours, a refusé son extradition vers l'Italie. Donc, oui, il est condamné, mais il ne purgera jamais sa peine. Donc voilà, on a encore ce genre de problématique. Alors c'est pour ça qu'il y a vraiment une traque qui s'organise en Amérique latine, parce que c'est difficile l'extradition en Amérique latine, mais même dans des pays plus proches, hein, on a eu l'exemple de la Syrie, on a eu l'exemple de l'Allemagne, ça peut être parfois très compliqué. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà un gros travail que vous avez à faire, donc prenez bien tout en note. On se retrouve la prochaine fois où on finira ce cours et où vous pourrez me poser toutes les questions que vous avez. Voilà, j'espère que j'ai été claire et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.